Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous pour participer à cette table ronde du Printemps de l'économie titrée « Verdir, la régulation bancaire et financière ?» point d'interrogation. La question est de savoir si c'est possible et comment on fait. Le contexte rapidement, c'est que les pays signataires des accords de Paris sur le climat se sont engagés à rendre leurs flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques du même accord. Toutes les banques françaises ont rejoint des alliances net zéro, on vous dira tout à l'heure de quoi ils retournent, mais sont encore loin d'être alignées avec l'objectif de neutralité climatique. Donc, la question est de savoir aujourd'hui comment est-ce que l'on procède, comment est-ce que l'on s'améliore, est-ce que l'on est réaliste, est-ce que l'on est idéaliste, est-ce que l'on est les deux en même temps. Je vais tout de suite vous présenter nos intervenants du jour. À côté de moi, Jésabel Coupé-Soubeyran, qui est professeure à l'Université Paris 1, mais qui aujourd'hui est surtout là, d'une certaine manière, en tant que membre du conseil scientifique du Printemps de l'économie et membre aussi, évidemment, de l'Institut Veblen. Elle nous parlera tout à l'heure des recherches de cet institut. À côté d'elle, Thierry Philippona. Thierry Philippona, vous êtes le chef économiste d'une ONG qui s'appelle Finance Watch. À côté de Thierry, Julie Evin, qui est la spécialiste finance et investissement au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut de l'économie pour le climat. Et puis, tout au bout, Philippe Brassac, qui est le directeur général du groupe Crédit Agricole et, à ce titre, le seul banquier dans cette table ronde. Philippe Brassac, je vais commencer par vous, bien sûr, puisque vous êtes au cœur du réacteur. Les banques, tout le monde le sait, sont là pour accompagner leurs clients vers le net zéro, en l'occurrence. Mais sont-elles supposées aller plus vite que leurs clients? Sont-elles supposées punir, voire abandonner leurs clients trop lents, c'est-à-dire cesser de prêter à des clients qui ne seraient pas suffisamment verts? Les clients, c'est des entreprises, bien sûr. Est-ce qu'il faut être une sorte de gardien du rythme d'amélioration des entreprises? Et puis, bien sûr, si vous êtes méchant avec certains clients, est-ce que ces clients vont partir ailleurs? Voilà, toutes ces questions-là, on aimerait bien, je vous les pose en vrac parce qu'on a besoin de vous entendre. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Je pense qu'il faut qu'on revisite ensemble l'équation qui est à résoudre. L'équation, c'est qu'il faut faire cette transition vers le green à la place du brown, pas en plus. Je dis ça parce qu'on voit par exemple la Chine aujourd'hui, pour des raisons de contraintes sans doute, qui fait un maximum de green, mais qui rajoute beaucoup de brown en même temps, avec des usines à charbon, et le tout le plus vite possible, en évitant de faire s'effondrer l'économie. Quand on a dit ça, on a toute l'équation qu'il faut qu'on gère collectivement. En évitant de faire s'effondrer l'économie, bien sûr. Oui, bien entendu. Alors, pour faire simple, la partie, aller le plus vite possible vers le green, ça, c'est une révolution industrielle qui, de toute façon, se ferait naturellement. Mais si on la laisse se faire, ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Au fond, l'économie du fossile s'est installée toute seule. L'économie du vert viendra un jour. Mais si on laisse faire, ça sera beaucoup, beaucoup trop long compte tenu des impacts sur l'environnement. Et donc, il faut forcer le rythme. Il faut forcer la trajectoire. Forcer, ça veut dire qu'il faut à la fois accélérer les innovations, donc financer notamment les innovations technologiques, et en même temps, il faut équiper largement. Ce n'est pas un détail, c'est-à-dire qu'il faut que des très grandes entreprises jusqu'aux ménages les plus modestes, le plus vite possible, on aille vers le green en tant que tel. Et je voudrais souligner que dans cette partie-là, c'est ça qui est risqué, le fait de forcer la trajectoire en tant que telle. Le green, il n'y a aucune raison que ce soit moins bien que le brown, aucune raison. Mais forcer la trajectoire, ça signifie que nous sommes obligés et nous décidons de ne pas pouvoir respecter les habituels cycles d'obsolescence technologique. Pour ne prendre cet exemple-là, on ne peut pas non plus se permettre d'attendre les équilibres nécessaires entre l'offre et la demande. On ne peut pas non plus attendre que ce qui se fait en général sur des dizaines d'années, c'est-à-dire l'établissement de business model ou la profitabilité sociale, tout ça, ça serait beaucoup trop long. Et donc, je voudrais souligner que dans le mouvement collectif qui est celui de la société vers le green le plus vite possible, il y a des risques à prendre et en tant que tel, peut-être que Jésabel en parlera tout à l'heure, j'espère qu'elle fera dans ce sens-là,
on a au moins besoin de ce qu'on appelle chez les régulateurs d'un green supporting factor, c'est-à-dire quelque chose qui finalement bonifie en termes d'évaluation du risque, le risque pris sur le vert. Non pas qu'aujourd'hui c'est un facteur limitant, parce que le fait est qu'aujourd'hui, on est au départ de tout ceci, il n'y a quasiment pas de projet vert qui ne soit pas financé, il y a même une sorte d'agitation de tous, des asset managers, des banquiers, des investisseurs pour aller vers du vert. Mais sur 5, 10 ou 15 ans, ça pourrait être le capital, les fonds propres pourraient être un facteur limitant. Donc, voilà, je pense que sur la régulation, on a besoin d'un green supporting factor pour dire ceux qui prennent le risque du green, au fond, il faut qu'ils mobilisent un petit peu moins de fonds propres que ce qu'on ferait naturellement. Mais ça, ce n'est pas polémique. Ça, je trouve qu'il y a un consensus professionnel assez large là-dessus. Ce qui est beaucoup plus sensible et qui est polémique, et sur lequel notamment des banques, dont la mienne, sont parfois ou souvent critiquées, c'est la question, faut-il pendant ce temps continuer à financer le brown? Et le cas le plus extrême étant, faut-il financer de nouvelles explorations de pétrole ou de gaz, qui sont des questions qui sont très aiguës. Le fait est que si on le fait, moi je partage la vision d'ONG qui sont pourtant souvent très critiques vis-à-vis de nous, mais là-dessus, ils ont raison. C'est-à-dire que si on le fait, il y a le risque qu'on mette un facteur de lenteur dans la transition parce qu'on ne crée pas l'urgence, finalement, d'avoir du green. Si on ne le fait pas, si on arrête le financement du brown, on prend le risque, pas la certitude, mais on prend le risque d'avoir quelques collapses dans l'économie, quand on voit la sensibilité du fonctionnement de l'économie à une partie seulement de pompes aujourd'hui qui peuvent ne pas être disponibles, on se rend bien compte que sur 15 ans, faire le pari qu'on n'explore plus, par exemple, c'est vraiment un pari en tant que tel. Et là-dessus, je vais m'arrêter sur ce point-là. La difficulté, c'est qu'on voit des scientifiques de renom, notamment de l'Agence internationale de l'énergie, qui nous disent, grosso modo, il y en a assez, au fond, de gaz, de pétrole disponible aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller explorer plus. Je fais l'hypothèse qu'ils ont raison, c'est difficile, bon, mais je fais l'hypothèse qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire pour autant que la transition sera, facile, parce que si la dernière goutte d'essence ou de pétrole disponible à la fin vaut 1 milliard d'euros, entre les deux, il y aura sans doute une économie qui va être très en difficulté. Donc, moi, je voulais vous faire toucher du doigt ce point-là, parce que cette prise de risque, soit d'être trop lent, soit de risquer d'abîmer et de dysfonctionner fortement dans l'économie, ce n'est pas une question pour les banquiers, honnêtement. C'est une question pour la société, pour la sphère publique au sens très large du terme. Et nous considérons qu'il ne s'agit pas de convaincre la finance de dire arrêtez avec le brown, allez vers le green. Il s'agit en responsabilité, tous ensemble, de dire on prend ce type de risque ou on ne le prend pas. Et donc la régulation va sans doute de plus en plus imposer probablement cette fois-ci des brown penalizing factors sur le financement du fossile, que ce soit en pénalisant le financement du fossile ou en l'interdisant. Moi, personnellement, je trouverais moins hypocrite et plus clair d'interdire. On nous a demandé depuis 6 ans de ne plus financer le charbon, il suffirait de l'interdire. Voilà. Mais ce n'est toujours pas interdit, je veux dire, à cet instant-là. Ce que je voudrais souligner, et je ne le fais pas vraiment pour nous défausser, vraiment, mais c'est pour vous expliquer le dilemme en tant que tel. Il y a un type de risque sociétal à prendre, ce n'est pas l'affaire des banquiers, et objectivement, je ne prends que l'exemple du Crédit Agricole, parce que je ne peux parler légitimement que pour nous, ce n'est pas un très gros enjeu financier pour nous. L'oil and gas, pétrole et charbon pour le groupe Crédit Agricole, c'est un peu moins de 1,5% de nos revenus. C'est significatif, je ne dis pas qu'au fond on ne regarde pas ça, mais franchement, foutre un coup de crayon là-dessus, ça ne pose aucun problème vital pour les banques comme le nôtre. La situation qu'il faut traiter, mais on va sans doute y revenir sur, au fond, les politiques publiques, c'est quel est le type de trajectoire qu'on pilote collectivement et qui nous disent oui, il faut peut-être par prudence aller financer encore telle ou telle chose, ou non, ne le faites plus. Et ça, moi, j'ai l'espoir, je suis assez optimiste, qu'on va sortir de cette forme d'ambiguïté dans les semaines ou les mois qui viennent, parce qu'on a vraiment besoin de prendre à bras le corps collectivement cette transition écologique. Merci Philippe, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Thierry Philippona. Thierry, j'ai été regarder le site Finance Watch, sur lequel vous donnez une définition de votre mission à Finance Watch. Ça consiste à déconstruire et à challenger les engagements des institutions financières, notamment des banques,
pour essayer de voir ce qui à l'intérieur est vrai, faux, sincère, pas sincère, possible, pas possible. Nous venons d'entendre les engagements de Philippe Brassac, qui dirige une très grande banque, le Crédit Agricole. Alors, on aimerait vous entendre d'abord réagir, et puis, puisque le but de tout, c'est de décarboner les portefeuilles des banques, que l'on comprenne exactement ce que ça veut dire décarboner un portefeuille. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire ? Est-ce que, par exemple, quand on décarbone un portefeuille, ça veut dire que les émissions de CO2 vont diminuer ou pas ? Il y a toute une série de... Voilà, le diable est dans les détails et dans les calculs. On vous écoute. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici pour essayer de réfléchir ensemble sur ces questions-là. J'ai envie de dire, la première mission de Finance Watch, elle est reflétée dans notre devise qui est pour une finance au service de la société. Et c'est important, on est pour une finance, on a besoin de finance, une société a besoin de finance. Après ça, il faut qu'elle prenne en compte l'intérêt de la société. C'est vraiment notre logique. Alors effectivement, après ça, il y a côté regarder les discours et débattre. Je suis très très heureux de réagir, j'ai envie de dire, comme vous me le demandez, sur ce que vient de dire Philippe Brassac. J'ai envie de dire, je suis d'accord avec Philippe Brassac et je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire ce sur quoi je suis d'accord et ce sur quoi je ne suis pas d'accord. C'est important de commencer par la convergence, je pense. Et ce sur quoi je converge, c'est le fait de dire, il n'a pas dit tout à fait dans ses mots, mais j'ai compris que c'est ce qu'il avait en tête, que la finance, les banques, mais les autres financiers, les assureurs, les fonds de gestion, ne peuvent pas tout. Et qu'on ne peut pas leur demander de façonner le monde à eux seuls, simplement parce que, évidemment, que l'acte de financer, c'est un acte de pouvoir. Enfin, c'est ce qui permet l'activité économique. Donc on se dit, ah tiens, si je taris la source, l'activité va plus se faire. C'est pas aussi simple que ça. Et je suis totalement d'accord avec l'affirmation qui n'a pas été dite telle qu'elle, mais consiste à dire ne demandez pas aux financiers de faire tout, ils ne peuvent pas. On a besoin de politiques publiques. Donc, et souvent, et je ne parle pas de notre pays, je ne parle même pas de l'Europe, je parle du monde entier, souvent les responsables politiques, et vraiment je généralise, je ne parle ni d'un pays ni d'une couleur politique, ont tendance à dire « Ah, j'ai fait de la finance durable, ça y est, j'ai réglé le problème de la durabilité du monde ». Eh bien non. Il y a beaucoup de gens ici qui passent leur vie à travailler sur la finance durable. Je suis convaincu que c'est indispensable et qu'il faut aller plus loin et le faire mieux, mais elle ne va pas tout résoudre elle toute seule. Donc là, je suis vraiment d'accord. Et je peux illustrer un point très très concret là-dessus. Il y a exactement un an, à la COP26 à Glasgow, on a entendu deux choses en parallèle qui étaient, de mon point de vue, très surprenantes. On a entendu les plus grands pays producteurs d'énergie fossile, qui sont en gros États-Unis, Canada, Arabie Saoudite, Chine, Russie et Australie. Voilà. Alors certains étaient absents, Chine et Russie, d'autres étaient présents, mais aucun de ces pays, en tant qu'entité souveraine, n'a pris le moindre engagement de réduction, a fortiori d'arrêt, de production de leurs énergies fossiles. Même pas sur le charbon. Même pas les États-Unis de Joe Biden qui avait dit le charbon, on va arrêter, et puis la politique étant ce qu'elle est, il ne l'a pas dit. Donc aucun pays ne dit je vais arrêter ça. Et en même temps, à Glasgow, on a une alliance mondiale qui est la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui est une alliance de quasiment 500 institutions financières, représentant, c'était le côté accroche communication, 130 000 milliards de dollars, disant, nous, on va financer un monde qui va aller vers le net zéro. Alors, il y a une myriade de questions techniques derrière ça, sur lesquelles j'espère on aura le temps de revenir, mais on peut tout de suite se poser la question juste avec du bon sens, se dire comment est-il possible que les entités publiques, les États disent moi je continue, voilà, je continue, et que les entités privées disent moi je vais financer un monde où on ne va plus émettre de CO2. Là, il y a quelque chose qui pose vraiment une question, et on voit bien tout de suite que le monde du business et de la finance en particulier, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, elle est prise entre deux feux. Là où je ne suis pas d'accord, pardon, avec Philippe Brassac, c'est quand vous dites qu'il y a consensus sur un green supporting factor. Alors, pour notre auditoire, de quoi s'agit-il? C'est très important, tout le monde n'est pas forcément familier avec toute la réglementation prudentielle. Il y a des règles qui permettent d'assurer la stabilité des institutions financières. En gros, on exige
les règles exigent que les institutions financières aient suffisamment de fonds propres. Les fonds propres, c'est l'argent qui appartient à une institution pour absorber les pertes, si perte il y a. Et le débat du Green Supporting Factor, ça serait de dire, si vous financez une activité verte, vous pouvez mettre moins de fonds propres. Et le corollaire ou le symétrique, c'est le Brown Penalizing Factor qui consisterait à dire, si vous financez une activité non durable, alors mettez plus de fonds propres. Là où je ne partage pas le point de vue qui a été exprimé, c'est que pour moi, cette réglementation, dite prudentielle dans le jargon des régulateurs, est faite pour gérer les risques, pas pour orienter la politique économique. Ce n'est pas parce qu'une activité est durable qu'économiquement, elle n'est pas risquée. Il y en a des risqués, il y en a des moins risqués. Et vice-versa. Il y a des choses qui ne sont pas durables. Tiens, le pétrole, le charbon, etc. Aujourd'hui, c'est très rentable pour toutes les raisons que l'on sait, crise géopolitique, crise énergétique. Donc, là, je pense qu'il ne faut pas aborder les choses comme ça. Finance Watch, vous pouvez le trouver très facilement sur notre site, aborde la question par le risque. Et après une analyse de risque, mais là, on n'a vraiment pas le temps, sauf si vous me dites qu'on rallonge la séance de 3 heures, on arrive à la conclusion qu'il faudrait avoir plus de fonds propres pour les énergies fossiles. J'ai bien dit énergie fossile, mais sur la base d'une analyse de risque. Je m'arrête là, on n'a pas le temps. Mais c'est très important de savoir, et après ça, on peut débattre pourquoi on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est très important de l'aborder comme ça. Après ça, vous avez évoqué cette logique de net zéro. Ça veut dire quoi, net zéro? Ça veut dire que le monde économique, aujourd'hui, a commencé par cette G-Funds, dans le jargon Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui est en fait une alliance des banquiers, des assureurs, des gestionnaires de portefeuille, des gestionnaires d'actifs en général et des investisseurs, qui disent « il faut que mes portefeuilles aillent dans le sens d'un monde qui soit net zéro en matière d'émissions de carbone. » Alors, je vais faire une minute de publicité pour Finance Watch. On a sorti un rapport au début de l'été disant, enfin on travaille en anglais, « The problem lies in the net ». Donc le problème, il est dans le net. D'accord ? Parce qu'il va falloir qu'on regarde ce qu'on met derrière le mot net. Et en gros, le net, c'est je peux continuer à mettre du CO2, mais je vais le compenser par différentes techniques. Alors il y a au moins 4 ou 5 techniques qui sont utilisées pour faire la compensation et dire en fait j'arrive à du net. Mais au bout du compte, si vous regardez par exemple une technique qui consiste à dire qu'on va faire de la capture de carbone et du stockage de carbone, c'est une très très bonne idée. Si cette technologie est déployable à l'échelle nécessaire demain, c'est certainement une idée remarquable. Sauf qu'aujourd'hui, la capture de carbone, c'est 0,2% des émissions de carbone, et les gens les plus optimistes disent que peut-être que dans 15 ans, on sera à 1%. Donc, c'est bien de dire développons ça, et s'il y a des ingénieurs géniaux qui arrivent à le développer très rapidement, moi j'en serais ravi. Mais dire qu'on va compter sur une technologie qui n'est pas déployée à l'échelle nécessaire, qui existe, hein, mais pour compenser tout ça, ça n'a pas de sens. Donc voilà, le sujet des compensations. La compensation, c'est quoi? C'est vous et moi, on prend un billet d'avion, mais on nous dit on va planter un arbre quelque part. C'est très bien de planter des arbres, il faut le faire, évidemment. Quand on regarde très très précisément ce que ça veut dire, entre les décalages temporaires, entre le fait que les forêts brûlent tous les étés et je passe les problèmes, si on compte là-dessus pour arrêter pour arriver à un monde qui sera effectivement net zéro, on va attendre longtemps. Plus fondamentalement, la question, je soupçonne, mais je ne veux pas parler à sa place, qu'on pourrait se rejoindre avec Philippe Brassac sur ce sujet, c'est pas d'avoir des portefeuilles financiers décarbonés. Le sujet, c'est d'avoir un monde décarboné. Ce n'est pas la même chose. J'ai tendance à penser, et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire maintenant, que les financiers financent le monde tel qu'il est. Vous pouvez trouver ça très froid, mais c'est la réalité quand on regarde. Et d'ailleurs, j'aime bien provoquer un petit peu. Monsieur Brassac, vous disiez que la Chine est à la fois le pays le plus vert et le plus brun du monde, ou en tout cas le moins durable. C'est les deux à la fois. Quelque part, les grandes banques sont un peu pareilles. Parce que les très grandes banques, je ne parle pas de la vôtre, on n'est pas dans le spécifique, mais elles sont à la fois, allez, on va donner le bénéfice du doute, vraiment dans le développement
d'une finance verte. Et il y a beaucoup de vraies choses qui sont réalisées. Et en même temps, les membres de l'Alliance de Glasgow, que j'ai déjà évoqué 2 fois, ont procuré 4 600 milliards de dollars de financement à l'industrie du pétrole et du gaz dans les 4 ans qui ont suivi les accords de Paris. Et ce sont les mêmes. Ils sont membres de l'Alliance, mais ils financent massivement l'industrie du pétrole et du gaz. Ils sont dans les deux. Et pourquoi ? Et encore une fois, il faut dépasser les jugements de les bons, les méchants, etc. Ce n'est pas ça la question. Le monde fonctionne comme ça. Donc, la question, c'est de savoir comment des financiers vont pouvoir influer sur le monde. Et de mon point de vue, mais il faut m'arrêter si je parle trop, la façon, c'est que les financiers, qu'ils soient investisseurs actionnaires ou même banquiers, lient l'octroi de leur financement à un engagement des entreprises de l'économie réelle qu'ils financent d'aller dans la direction d'un monde décarboné. Le monde aujourd'hui n'est pas durable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Le GIEC, ce sont des scientifiques. Le monde n'est pas durable. Donc le sujet, ce n'est pas de dire qu'on va financer juste ce qui est durable aujourd'hui, parce que ça, c'est quoi ? C'est 1, 2, 3% de l'économie. On ne va pas arrêter les 97% restants. Le sujet, c'est de financer les entreprises qui vont, mais vraiment, pas pour faire semblant, vers la transition, qui sont en train d'investir pour être durables demain. Donc il faut, et c'est là qu'il faut, de mon point de vue, monter un cran, mais très significatif, que les financiers qui disent faire du vert joignent le geste à la parole, j'ai envie de dire, en mettant comme condition du fait qu'ils procurent du financement, le fait que les entreprises qu'ils financent investissent effectivement dans la durabilité. Merci Thierry. Merci, c'était clair. On va rester avec vous, Julie Évin, sur cette histoire de décarboner les portefeuilles des banques, puisque finalement, tout est là. Hein. Les banques, elles ont des portefeuilles, c'est comme ça qu'on juge de leur réalité, de leur prospérité, de leurs intentions. Et on a aussi, depuis le début de cette conversation, beaucoup parlé du secteur du pétrole et du gaz. Alors, est-ce qu'il faut absolument s'acharner d'une certaine manière sur le pétrole et le gaz ? Est-ce que ça n'est pas un peu le petit côté de la lorgnette ? Est-ce que vous avez un autre bout de la lorgnette à nous proposer ? Oui, je pense que je vais reprendre un peu ce que disait Thierry, et puis on va voir comment on peut aussi élargir un peu les choses pour sortir uniquement du focus oil and gas. Je pense que, comment dire, le sujet, c'est effectivement pas comment est-ce que les banques peuvent afficher de beaux chiffres et dire, regardez, moi je suis net zéro, voici mes émissions carbone. Le sujet, c'est quel impact elles ont sur l'économie réelle. Et sur, en fait, les banques, elles financent à la fois les ménages quand vous achetez une voiture, elles financent la petite entreprise, la petite TPE qui produit des pneus, elles financent les grandes entreprises. Et donc, elle est vraiment cet acteur central au centre de notre économie et avec un rôle sur les financements de façon extrêmement globale. Et évidemment, la question des fossiles, elle est clé. Mais la question, qui à mon sens est plus globale, c'est comment on vient sortir de notre dépendance aux fossiles, tous collectivement, nous en tant que ménage, en tant qu'individus, les entreprises, les collectivités, depuis le petit artisan jusqu'à la grande entreprise. Et on voit bien aujourd'hui avec la problématique de l'inflation et des tensions autour des marchés énergétiques, on voit bien comment tout le monde est touché. Il y a des exemples presque cocasses sur le fait que notamment l'industrie du verre qui produit le verre pour votre terrine ou pour votre pâté doit se mettre à l'arrêt. Enfin, on voit bien comment, en fait, où vous le voyez bien sur votre addition au restaurant qui est plus chère parce que le pain est plus cher, parce que le coût de l'alimentation est plus cher. Enfin, on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés de l'énergie combien collectivement, en fait, on est complètement dépendant. Et évidemment, il faut agir sur l'offre. On a eu accès à une énergie qui était beaucoup trop peu chère et avec un coût du changement climatique qui n'était pas capturé par le prix. Et donc, il faut venir réduire l'offre et là-dessus, je rejoindrai Thierry avec... nous, c'est également une proposition à laquelle on est favorable, le fait de venir renchérir le coût des énergies fossiles par ce qu'on appelle un penalizing factor.
Mais on pense aussi qu'il faut venir agir de façon plus large et pousser en fait une transformation beaucoup plus globale de l'économie. Et pas uniquement agir sur les grands producteurs d'énergie, même si c'est clé, mais venir agir en fait sur l'ensemble des secteurs économiques. Et en fait, cette vision très tournée vers les énergies fossiles a en fait généré le fait que beaucoup de secteurs ne se sentent pas très concernés. Je pense évidemment au grand secteur industriel, mais aussi à des secteurs des services, au secteur du tourisme. En fait, il y a énormément l'ensemble des gens sont concernés. Vous pouvez scanner tout votre mode de vie et essayer de me trouver un seul secteur qui aujourd'hui n'est pas concerné par la transition écologique. La façon dont vous mangez, dont vous vous habillez, dont vous vous déplacez, le nombre d'objets d'électroménager que vous avez, chacun de ces pans en fait doit évoluer. Or, qui est au centre de toutes ces transformations-là, qui est un acteur clé? C'est vraiment la banque, puisqu'elle interagit avec les différents acteurs, et notamment en Europe, où en fait le financement bancaire est quand même majoritaire. Évidemment, dans d'autres pays, et notamment dans des réalités nord-américaines, c'est assez différent. Et c'est pour ça que pour nous, en complément de l'instrument dont Thierry parlait et dont Philippe Brassac évoquait également, nous, on pense que c'est très intéressant en fait, que les régulateurs, donc ceux qui font les lois qui viennent entourer les banques, forcent les banques à avoir un plan de transition. Qu'est-ce que c'est un plan de transition? Évidemment, ça dépend ce qu'on met derrière et quelle est la conséquence pour les banques. Mais c'est vraiment cette idée que les banques doivent avoir une vision stratégique à 2050 de qu'est-ce qu'est la décarbonation de l'ensemble de leurs activités. Et pas uniquement sur ce 1,5% dont vous parliez, mais vraiment l'ensemble des secteurs. Depuis le réparateur de véhicules thermiques qui va sans doute devoir disparaître, au ménage qui a besoin de rénover sa maison, à la grande entreprise industrielle. Et donc, non seulement il faut évidemment qu'elle déploie cette vision stratégique à 2050, mais qu'elle ait des jalons et des objectifs intermédiaires pour ne pas se dire qu'en 2049, elle peut continuer jusqu'en 2049 et en 2050, elle fera tous les efforts, qui est un petit peu ce qu'aujourd'hui on a tendance à constater. Mais vraiment que régulièrement, après on peut s'entendre sur le pas de temps, est-ce que c'est tous les 3 ans, est-ce que c'est tous les 5 ans, elle ait des cibles de transformation de son économie. Ce n'est pas forcément de la décarbonation. Par exemple, si vous rénovez les portefeuilles, si vous faites de la rénovation énergétique, l'idée, ça n'est pas de venir exclure tous les ménages modestes qui ont des logements très mal classés, qui sont des passoires énergétiques. Mais c'est vraiment d'accompagner ces ménages avec les bons financements pour qu'ils puissent rénover correctement leur logement. Et donc, du coup, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment cette vision beaucoup plus globale. Et en fait, on pense que c'est intéressant de venir l'intégrer dans ce qu'on appelle la réglementation prudentielle, qui en fait donne les moyens aux superviseurs, qui sont donc les gendarmes des banques, de vérifier ces plans. Est-ce qu'ils sont vraiment mis en place? Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça serait le rôle des superviseurs? Parce qu'en fait, c'est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que si on réalise la transition de façon complètement non planifiée, de façon désordonnée, en subissant tout ce qui se passe, et notamment les tensions importantes qu'on voit aujourd'hui sur le marché de l'énergie, on voit bien qu'il y a des risques financiers très lourds. Des entreprises doivent fermer de façon temporaire, les prix explosent, tout le monde subit l'inflation. On voit bien que ces désordres sont porteurs de risques financiers assez importants et qu'aujourd'hui, on est peut-être en train d'aller vers une récession qui est porteuse de risques financiers. Et c'est pour ça que pour nous, il y a un rôle en fait pour ceux qui viennent gérer les risques financiers des banques. Et en fait, beaucoup de travaux ont montré que si on réalise la transition, qui est vraiment cette transformation massive de notre économie, de façon ordonnée, sur un rythme régulier, sur un rythme qui est prévu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui ne vont pas faire faillite ou qu'il n'y aura pas des conséquences sociales. Mais ça va permettre de lisser ces effets, de pouvoir les prévoir et in fine de réduire les risques. Et c'est pour ça que pour nous, il y a un rôle pour les gens qui encadrent les banques, dont le rôle est de surveiller ces risques et de prévoir les crises pour vérifier que les banques ont bien cette vision en tête et qu'elles prévoient les choses et qu'elles ont des réserves suffisantes. Et évidemment, l'intérêt, une fois qu'on fait rentrer ces plans de transition dans ce qu'on appelle la réglementation prudentielle, c'est qu'aujourd'hui, si les banques ne respectent pas les engagements qu'elles ont pris, on vous expliquait que les banques se sont engagées à être net zéro. Mais si elles ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? Personne ne va venir leur taper sur les doigts. Peut-être les ONG vont mettre la pression. Mais pour la banque, il n'y a pas forcément de réelles conséquences.
Or, si ces plans rentrent réellement dans la réglementation prudentielle, alors le gendarme des banques, le superviseur, a les moyens de dire « vous ne mettez pas en place votre plan ou il n'est pas suffisamment ambitieux, nous vous demandons des transformations, nous vous demandons de changer vos politiques de rémunération, nous vous demandons de recruter, de former, de changer un peu la façon dont vous fonctionnez en interne. Et in fine, si ça n'est pas fait, il peut y avoir aussi des sanctions financières. » Éléments auxquels, évidemment, les banques sont beaucoup plus sensibles et qui, tout de suite, peuvent engager des vraies transformations. Voilà, donc ça, c'est un peu pourquoi est-ce que nous, on pense qu'il y a un réel rôle pour la réglementation prudentielle, qui est un mot un petit peu barbare, mais j'espère avoir réussi à vous montrer comment ça pouvait interagir. Merci, Julie. Non, ce n'était pas barbare, c'est très clair. Isabelle, je me tourne vers vous maintenant. Je rends hommage au passage à la personne qui a conçu cette table ronde. Merci beaucoup. Vous avez écouté les 3 intervenants sur la meilleure manière de décarboner le bilan des banques et la meilleure façon de procéder. Mais avant ça, et je voudrais vous entendre répondre à leurs 3 interventions, mais avant ça, sur une autre de vos spécialités, j'aimerais vous entendre, c'est les banques centrales. Les banques centrales, depuis une dizaine d'années, ont montré leur efficacité, en tout cas leur capacité d'intervention. Après la crise de 2008, elles ont soit très bien intervenu, soit moins bien intervenu selon la région. Pendant la crise du Covid, elles ont aussi fait preuve d'interventionnisme avec succès. Et là, on affronte, alors on ne peut pas dire qu'on affronte la crise climatique, à Dieu de plaise, j'espère qu'il n'y aura jamais de vraie crise climatique, mais pour empêcher la crise climatique, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle, les banques centrales ? Merci beaucoup. Ravi d'être ici. Merci à Pierre-Pascal Boulanger pour cet événement annuel toujours aussi intéressant. Je suis désolée pour ce masque dont je me passerai bien, mais je suis cas contact et négative, je vous rassure. Et je rassure mes panélistes, mes collègues, mais cas contact quand même. Donc voilà, par précaution, je garde ce masque. Comme le disait Stéphane, les banques centrales ont fait preuve d'imagination et on peut presque dire d'audace pour gérer les crises, pour gérer la crise financière de 2007-2008, puis ensuite pour gérer la crise sanitaire. Elles ont fait preuve d'audace, elles ont poussé assez loin en fait leurs instruments, elles ont changé leur boîte à outils. Elles l'ont fait dans une optique de préservation du système tel qu'il existe. Elles ont peut-être même encore plus, si vous voulez, finalement amener le système dans ce qu'il est. C'est-à-dire que tout ce qu'elles ont fait, ça a beaucoup profité au secteur bancaire et financier. Philippe ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais en tout cas, les banques centrales ont beaucoup soutenu la finance parce qu'elles sont un peu obligées de passer par la finance pour soutenir l'économie. Donc elles l'ont fait dans une optique de préservation du système. On aimerait bien, en fait, qu'elles puissent se mobiliser aussi face à la crise écologique en faisant preuve d'audace, mais cette fois dans une optique davantage de transformation du système. Alors l'année dernière, on avait conçu une session qui était spécifiquement consacrée à l'action des banques centrales dans le cadre de leur politique monétaire pour lutter contre le dérèglement climatique, pour participer à la transition écologique. Donc on avait mis l'accent sur pas mal de leurs actions possibles en la matière, parce qu'elles ne font pas encore grand-chose. Elles en parlent beaucoup du climat, mais elles ne font pas encore grand-chose. Ce qu'a annoncé quand même la Banque centrale européenne il y a quelques semaines, c'est qu'elle allait verdir son portefeuille de titres, parce que désormais les banques centrales détiennent beaucoup de titres, qu'elle allait aussi faire attention à la couleur des garanties qu'elle demande quand elle prête de l'argent aux banques. Donc ça veut dire qu'il y a des petits pas qui sont engagés. La politique monétaire fait partie des politiques publiques qu'il faut mobiliser pour la transition écologique. On a beaucoup entendu jusqu'à présent que on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas attendre, et on ne peut pas attendre des acteurs qu'ils changent spontanément. D'accord ? Il faut mobiliser des politiques publiques. Dans les politiques publiques, il y a des politiques d'investissement, politiques budgétaires, donc les États à la manœuvre qui doivent lancer des grands programmes d'investissement public dans la transition écologique. Il y en a un peu, mais on attend encore beaucoup. Et il y a cette politique monétaire qui est conduite par les banques centrales,
qu'il faut coordonner, combiner à la politique budgétaire, mais il y a aussi ce dont on parle aujourd'hui et ce sur quoi on veut mettre l'accent dans cette session. Il y a aussi ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la politique de stabilité financière. Donc c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour encadrer l'activité des banques, pour encadrer aussi, d'une certaine manière, l'activité sur les marchés financiers. Mais au niveau des banques, il y a beaucoup à faire. Alors, je suis d'accord, moi aussi, pour dire que les financiers financent le monde tel qu'il est, que les banques financent finalement le monde tel qu'il est, et que si le monde est très carboné, elles financent un monde très carboné. Mais il me semble aussi, si vous voulez, que la finance n'est pas neutre, d'accord, et que le secteur bancaire et financier a un tel poids dans nos économies que ce qui s'y passe et la façon dont on l'encadre va avoir un impact fort, en fait, sur l'économie. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça vaut la peine de mobiliser le cadre de réglementation, le cadre de supervision pour changer la couleur, si je puis dire, des bilans bancaires, le contenu des bilans bancaires, pour faire en sorte qu'au bilan des banques, il y ait davantage de financement bien orienté vers ce dont on a besoin pour transformer nos économies, pour la transition écologique. Ce qui est certain, c'est que si on attend simplement que les bonnes volontés se diffusent, et je ne mets absolument pas en doute, si vous voulez, l'existence de bonnes volontés, il doit y en avoir, et on a sans doute à côté de nous, on a de bonnes volontés dans le secteur bancaire, mais si on attend que ça se diffuse gentiment, on va pouvoir attendre longtemps, mais en fait pas si longtemps, parce que notre planète ne sera plus habitable à ce rythme-là, si vous voulez, dans quelques décennies ou quelques siècles. Il y a un chiffre que Thierry a repris tout à l'heure et que je voudrais mentionner. C'est un chiffre qu'on trouve dans un rapport qui s'appelle le Banking on Climate Chaos, qui a mobilisé plus de 500 ONG et qui nous dit que les 60 plus grandes banques internationales ont, au total, depuis qu'on a signé les accords de Paris en 2015, ont accordé 4 582 milliards de dollars aux énergies fossiles. D'accord ? Alors, vous dites que ce n'est pas grand-chose dans le bilan des banques, mais ça fait quand même, si vous voulez, un sacré paquet de milliers de milliards pour continuer de financer les énergies fossiles et pour continuer de réchauffer la planète. Donc, à ce rythme-là, en fait, le secteur bancaire continue de réchauffer grandement la planète et nous amène dans un monde où on n'atteindra absolument pas un objectif de réchauffement limité à plus de degrés ou à plus 1,5 degré. Ça nous amène dans un monde où il fera plus 4 degrés, plus 5 degrés, donc un monde totalement invivable. Bon, certes, à côté de cela, on l'a dit, il y a des engagements qui sont pris. Très bien. Mais que se passe-t-il, en fait, quand les engagements pris ne sont pas tenus ? Il ne se passe rien. D'accord ? Donc, pour l'instant, c'est quand même, si vous voulez, c'est ça le problème. D'accord ? Donc, il ne se passe rien, en fait, quand les engagements ne sont pas tenus. Par ailleurs, on compte beaucoup, en tout cas, les superviseurs, pour l'instant, dans leur approche, ne sont pas très intrusifs et comptent beaucoup sur des informations qu'ils demandent aux banques, des informations relatives à l'empreinte carbone de leur bilan. Bon, alors, c'est pas mal, si vous voulez, de transmettre cette information climatique, mais c'est pas ça non plus qui va grandement changer les choses. C'est-à-dire qu'on peut compter un peu sur cette discipline de transparence climatique, penser que ça va certes guider un peu les flux financiers autrement, mais c'est quand même avoir une grande confiance en fait dans le marché, et ça ne va pas suffire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, on va essayer d'être force de proposition, parce que quand on parle transition écologique, réchauffement climatique, ça devient vite déprimant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le monde va s'effondrer, ce qui est pas totalement faux. Mais pourtant, si vous voulez, il y a des forces de proposition, il y en a beaucoup. Alors, ce que disait Julie tout à l'heure est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que parmi les premières propositions, d'abord, rendre ces engagements
obligatoire. Les banques prennent des engagements, elles nous disent qu'elles vont sur une trajectoire net zéro. Rendons ces engagements obligatoires. Et obligeons pour cela les banques, en effet, à adopter des plans de transition et puis à les tenir. D'accord ? C'était la proposition de Julie et donc de son institution I4C. Il faut sans doute aller même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut se servir de la réglementation des banques et puis mettre un grand coup de verre sur cette réglementation bancaire, mais au bon sens du terme, d'accord ? Pas dans le sens du greenwashing. C'est-à-dire qu'il faut vraiment verdir cette réglementation bancaire. Alors, comment peuvent faire les régulateurs pour que la réglementation œuvre, en fait, participe à la lutte contre le dérèglement climatique ? Leur approche naturelle, c'est en fait une approche par le biais de la stabilité financière, parce que le but des régulateurs, des superviseurs, c'est d'assurer la stabilité financière. Donc eux, ils voient, si vous voulez, les choses de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à appréhender le changement climatique à l'aune des risques que ça fait peser sur les bilans bancaires. Le changement climatique, c'est des risques physiques de dommages. C'est aussi des risques de perte de valeur de certains actifs si on arrive enfin à avancer dans la transition. L'action totale au bilan d'une banque, peut-être que d'ici quelques temps, ne vaudra pas grand-chose. D'accord ? Si vraiment on s'oriente vers le monde d'après. Enfin, tout dépend de l'engagement de Total aussi dans la transition écologique. Mais vous voyez, il y a des pertes de valeur comme ça qui vont être problématiques pour les banques. Bon, le régulateur peut déjà se saisir du sujet de cette manière-là en disant il faut que les banques soient capables de faire face à ces risques financiers induits par le risque climatique. Alors, c'est un premier pas. On avance un petit peu. On avance un petit peu. C'est un premier pas, mais je vais essayer d'être plus rapide. Un premier pas, mais j'ai quelques observations, quelques remarques là-dessus. En fait, si vous voulez, c'est pas simplement le risque climatique qui a un impact sur la finance. D'accord ? C'est pas simplement le risque climatique qui pose problème aux financiers. On l'a dit un peu avant, la finance a aussi un impact en fait sur le risque climatique. Si les banques continuent de financer du fossile, elles continuent de réchauffer la planète. Et ça veut dire qu'il y a un double impact à prendre en compte. Il y a l'impact financier du risque climatique et l'impact climatique de la finance. Il faut absolument que les régulateurs aient ces deux aspects en ligne de vue. Et ça, alors dans le jargon de ceux qui s'intéressent au climat, ça s'appelle la double matérialité du risque climatique. C'est important. Autre remarque. Quand le superviseur, le régulateur appréhende le risque climatique un peu, si vous voulez, sous l'angle des risques financiers qu'il faut peser. Son idée, c'est quoi ? Son idée, c'est faire en sorte que les banques puissent se préparer au choc climatique, puissent absorber un choc climatique. Mais au fond, quel sens ça a, ça ? Est-ce que véritablement, il s'agit de se préparer à un choc climatique ? Est-ce qu'il s'agit de demander aux banques d'avoir un petit peu plus de fonds propres pour être capables d'absorber un choc climatique ? Vous voyez qu'on sent bien qu'il y a un truc qui cloche quand même. Hein. Pourquoi ? Parce que, en fait, le risque climatique, ce n'est pas véritablement un risque, ce n'est pas quelque chose de probabilisable. Il y a de l'incertitude radicale derrière le changement climatique. Alors, non pas que le changement climatique soit incertain, ça, on est sûr que ça existe. Mais en revanche, l'impact, lui, on ne sait pas le mesurer. Et demander aux banques d'avoir un petit peu plus de fonds propres pour absorber ce choc-là, ça peut avoir une valeur incitative, d'accord ? Ça peut les aider à verdir un peu leur bilan, mais ce ne sera sans doute pas quelque chose de complètement suffisant. Merci, Jésabel, pour l'instant. OK, vous aurez l'occasion certainement de reparler, peut-être. D'accord, parce que je n'ai pas donné la proposition qui me semble la plus intéressante. Alors, on la garde pour la fin. On la garde pour la fin. Philippe Brassac, depuis tout à l'heure, on entend beaucoup le fait que le but n'est pas de décarboner les bilans des banques, le but est de décarboner l'économie. Le problème est que ce n'est pas facile de savoir à quel point l'économie est carbonée. Quand vous investissez dans une entreprise,
c'est assez difficile de savoir exactement à quel point est-ce qu'elle est vertueuse en matière climatique. Et là, miraculeusement, nous avons maintenant en Europe un outil qui permet de savoir pour une entreprise exactement les parties qui sont vertes, les parties qui sont brunes, c'est-à-dire celles qui sont climato-positives et celles qui sont climato-dangereuses. Ça s'appelle la taxonomie européenne. Donc c'est un terme très barbare, mais c'est un instrument de mesure. Et vous, en tant que praticien de la banque, à haut niveau, cet instrument-là, cette grille-là, est-ce qu'elle va changer votre vie, votre façon d'investir, votre façon d'organiser votre bilan ou pas? Je vais répondre à votre question, mais pour le coup, comme j'avais parlé en premier, je n'avais pas pu réagir. Je vais un petit peu réagir aux propos de mes collègues. C'est toujours un moment difficile pour moi. Je soutiens les printemps de l'économie. Je viens régulièrement et j'entends ce que vous dites et je sais que vous êtes de bonne foi. Je le sais. Je fais l'hypothèse que vous me pensez aussi un petit peu de bonne foi et donc, au lieu de prendre la facilité en disant « bon, en fait, vous avez raison, je vais baisser la tête, voilà, les banques vraiment ne sont pas raisonnables et sont responsables de l'essentiel », je vais prendre le risque devant vous d'être un peu en contradiction à ce que vous dites à l'instant. Moi, je travaille avec Crédit Agricole depuis 40 ans. Voilà. J'ai vraiment le sentiment, ça a été dit par l'un et l'autre pour le coup, c'est que les banques, ça finançait l'économie telle que les acteurs économiques le décident, sous des règles que les pouvoirs publics doivent mettre en place, les ménages, les professionnels et les entreprises. Et si on peut prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est comme si nous, on était un peu l'appendice, la queue du chien, et on sait très bien, le chien étant l'économie, nous, on a un rôle important pour financer l'économie, mais on ne fait que le financer. Et moi, j'ai le sentiment, dans lequel je ne veux pas me défausser, parce que c'est vrai que les institutions financières ont un pouvoir d'influence très fort. Il ne faut pas qu'on fiche cette chose-là. Mais moi, j'ai le sentiment que les sociétés sont tellement comme des poules qui ont trouvé un couteau face à la transition nécessaire, qu'elles ont trouvé depuis quelques années un truc simple en disant le problème, c'est la finance durable. C'est comme si la queue devait remuer le chien, totalement. Et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas fondamentalement. Thierry disait à l'instant, il faudrait que vous exigiez des entreprises cofinancières un plan de transformation. Nous le faisons. Mais avec quels critères réglementaires pour dire ce plan de transformation existe ou pas? Aucun à l'instant. Vous donniez des chiffres, et pardon, je sais que c'est horrible de faire des contestations de chiffres face à un public, mais je ne me reconnais pas du tout dans le chiffre que je connais des 4 300 milliards d'euros que les systèmes bancaires auraient mis sur l'oil and gas depuis 5 ans. Ce que je pense qu'on prend là, ce sont les encours de crédit. Moi, je vais prendre les chiffres du Crédit Agricole qui sont significatifs. Nous sommes la première banque de financement de l'économie en France. Tout ce qu'on fait, vous multipliez par 4, vous avez la France grandeur nature. Les encours, alors c'est pas que ça, je suis d'accord, mais les encours vraiment de financement des énergies fossiles, oil and gas, c'est 31 milliards d'euros chez nous sur 2000 milliards d'euros de bilan. Et ce 31 est passé de 31 à 30. Sur les soi-disant 4300 que la finance aurait mis dans le monde, nous, on a fait moins 1. Je pense que ceci traduit un manque de discussion et de compréhension où on pense, et je sais de bonne foi, que au fond, le problème principal, c'est la finance aujourd'hui. Et donc, moi, je viens auprès de vous pour dire, au fond, on a nos responsabilités qui sont très importantes, mais j'essaie de les décomposer, comme je le disais tout à l'heure. Nous pouvons, et si on ne le fait pas, on est coupable, nous pouvons accélérer l'accès au vert, parce que l'hydrogène n'arrivera pas naturellement, parce que les ménages les plus modestes ne seront pas équipés facilement, notamment des moyens de mobilité qui soient les plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et donc, on a une vraie responsabilité sur l'accélération du vert. Ça n'intéresse personne. Personne vient nous demander nos plans, au fond, de verdissement, de débrownisation, oui, mais de verdissement, nous, voilà, je passe notre temps à faire venir des journalistes et essayer d'expliquer. On nous dit c'est du greenwashing, c'est ce qu'on entend. Mais parce que effectivement, et là je vous rejoins, le problème principal aujourd'hui est comment la société se passe de l'oil and gas et du fossile de façon générale. Là, j'ai l'impression de donner le sentiment de me défausser, mais je le dis en toute sincérité, franchement, ça nous échappe. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut aujourd'hui ne plus financer? Je vais prendre une grande entreprise, vous les connaissez tous, elle est très, comment dire, populaire au sens média du terme aujourd'hui, c'est Total. Est-ce qu'il faut continuer à financer les nouvelles explorations de Total? Je vais vous rassurer, par lâcheté, il n'y a plus une banque française qui le fait depuis longtemps. Plus une. Ce sont les banques chinoises qui le font aujourd'hui.
Donc déjà, et du coup, nous, on est dans une sorte de vide décidéral en disant on fait bien, on fait pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire fondamentalement? Mais plus généralement, est-ce qu'on peut lâcher ces financements-là? Je vous le dis en sincérité, si on les lâche, nous, c'est zéro impact. Enfin, 1, 2, mettons 3% s'il y a des effets induits. Pour un groupe comme le Crédit Agricole, ça n'a aucune importance. Et je voudrais essayer de vous convaincre, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, que au fond, et ce n'est pas pour mettre la balle ailleurs, parce que c'est une responsabilité collective, ce qui manque, parce que c'est terriblement compliqué, c'est que collectivement, on fasse migrer la société, qui, des grandes entreprises jusqu'aux ménages aujourd'hui, consomment des énergies fossiles, et cette grande migration, elle est difficile à organiser. Moi, je réclame souvent des interdictions, mais on ne les aura pas, et je comprends pourquoi. Je suis très énervé de nous entendre dire il faudrait que vous arrêtiez sur le charbon, c'est toujours pas interdit. Et certains sont témoins. J'avais réclamé ça auprès des autorités en disant mais pourquoi vous interdisez pas le financement du charbon? C'est interdit de financer les substances illicites, on ne le fait pas. C'est interdit telle ou telle activité, on ne le fait pas. Si vous pensez vraiment qu'il faut couper plus vite, dites-le. Pourquoi ne nous répond-on pas à la question finalement qui est doit-on financer encore de nouvelles explorations? Personne ne répond à cette question-là. C'est à nous à paraître vertueux ou pas. Parce que le grand plan n'est pas lisible encore à l'instant. Il y a beaucoup d'hésitations autour de nous. Et donc maintenant, je reviens à votre question sur la taxonomie. Alors, taxonomie, je ne sais pas si ça parle à beaucoup, mais c'est un énorme travail qui a été fait par les autorités, notamment européennes, pour classer ce qui est vert et ce qui est brown. En tout cas, ce qui est vert et ce qui ne le serait pas. Il y a eu de grands débats sur le nucléaire. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment la sphère politique qui a traité cette chose-là. Cette taxonomie, c'est ça de documentation aujourd'hui, parce que ça va dans le détail. Si je voulais être négatif, comme il m'arrive de l'être, je pourrais dire, bon, c'est une monstruosité administrative, mais c'est d'une grande complexité parce que sa vocation a reflété toute la réalité du monde, des plus gros objets jusqu'aux plus petits en tant que tels. Je vais quand même la défendre. Je vais la défendre parce que c'est un acte qui va nous coûter cher administrativement, mais qui était fondamental pour avoir au moins une base sur laquelle nous pouvons désormais, nous devons, parce que ça nous est imposé, structurer des reportings, et également des reportings, mais aussi des politiques qui soient à la fois vérifiables et qui soient comparables. C'est très technocratique, mais je le vis comme une lourdeur absolument nécessaire. Sinon, effectivement, on ne peut pas se défendre de greenwashing et on ne peut pas, d'une certaine façon, montrer plus objectivement comment sont les choses fondamentalement. Et je voudrais simplement, à travers cet exemple-là, venir sur la question sous-jacente à cela en disant est-ce que cette volonté politique, ce cadre que j'appelle de mes voeux, est-ce qu'il est en train de venir d'une certaine façon? Alors, je vais sûrement être repris par mes collègues tout à l'heure. Bon, en tout cas, Thierry l'a fait un instant. Moi, je pense que oui. Je pense que maintenant, il y a un consensus politique sur la nécessité de la plus rapide possible transition en tant que telle. Consensus politique, au moins en Europe, parce que je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis ou ailleurs, les choses soient aussi simples que ça. Ce consensus, il est d'ailleurs né, il est poussé par un consensus d'opinion, et qui est très important parce que l'un va avec l'autre en tant que tel. Mais je voudrais terminer en disant qu'il faut faire attention, la volonté politique affichée n'y suffira plus. On n'y suffira pas parce que ce que je viens de tenter d'expliquer, c'est qu'il ne s'agit pas de vouloir, il ne s'agit pas de demander, il ne s'agit pas d'exiger, voire de sanctionner. Il faut l'organiser, cette méga migration, globalement. Il ne suffira pas de dire, tiens, envoyez-moi des innovations en vert dans le désordre absolu. Supposons qu'on ait financé des entreprises qui fabriquent beaucoup d'hydrogène vert et qu'il n'y ait pas de moteur à hydrogène, ou qu'il y ait des moteurs à hydrogène mais qu'il n'y ait pas d'équipementier qui en ait mis dans les véhicules, ou qu'il y ait des véhicules et qu'il n'y ait pas de ménages qui puissent acheter. Cette migration globale du vert en cohérence partout et du brown qu'il faut retirer, mais avec un minimum de préparation sur les conséquences, on en parlait avec Isabelle tout à l'heure, c'est une planification dont on a besoin. Et je ne dis pas cela une nouvelle fois pour mettre ça à la charge de l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire en la matière. Mais s'il nous fournit un cadre général, une infrastructure à l'intérieur duquel nous pouvons agir et nous mettre en cohérence, je pense que ça sera un énorme progrès. Et là, je vais une nouvelle fois conclure avec un optimisme qui n'est peut-être pas de mise. Je pense que c'est en train de venir. C'est-à-dire que tout ce que je viens de raconter va s'estomper derrière, en fait, à la fois une nécessité politique d'organiser la transition ou les transitions et le fait que les acteurs économiques, qui le fassent par générosité, valeur d'âme ou pas, sont en train nécessairement et mécaniquement de s'aligner là-dedans.
Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Le temps passe, malheureusement. Ça, c'est une chose inéluctable. Il n'y a plus, si je donne la parole aux 3 autres intervenants, que 2 minutes par intervenant. Julie, vous voulez essayer... On a beaucoup entendu parler aujourd'hui de l'Europe et de la France. Il y a 2 autres grands modèles, hein, le modèle américain et le modèle chinois. Est-ce qu'en matière, sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, la décarbonation des bilans bancaires, est-ce qu'il y a un de ces 2 pays qui est en avance, en retard, un modèle? 2 minutes. Je pense que l'Europe est incontestablement la sphère géographique la plus en avance et on a véritablement un leadership à assumer, même si ça implique un coût d'entrée. C'est-à-dire qu'évidemment, être les premiers à bouger, être les premiers à assumer de changer de modèle, c'est toujours plus coûteux que quand on arrive en queue de comète. Mais c'est vraiment le rôle de l'Europe d'assumer ce leadership parce qu'évidemment on est porteur d'une responsabilité historique dans le changement climatique et aussi parce qu'on est très très observé. L'Amérique, en tout cas les États-Unis en tant qu'État, a eu du mal à bouger et tout a été très très enquisté sous l'ère Trump. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau vraiment des États, et je pense notamment à l'État de la Californie, sur ce sujet strictement de la réglementation financière, il y a des États qui ont bougé, qui ont transformé, mais au niveau de l'État fédéral, on commence enfin à voir les États-Unis revenir progressivement dans le jeu et en observant aussi ce qui s'est passé au niveau européen. Alors évidemment, les États-Unis ne sont pas sur la même ligne et sont sur une ligne, je dirais, plus conservatrice que l'Europe. Mais au niveau du Canada, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font et on voit bien que le Canada avance beaucoup plus vite puisqu'ils peuvent prendre appui sur ce qui s'est déjà fait en Europe et sur ce que l'Europe a expérimenté. Et c'est pour ça que notre leadership est essentiel pour aussi faire gagner du temps à d'autres sphères. Et sur le côté chinois, alors même si toute l'ambiguïté du modèle chinois a été rappelée et qu'aujourd'hui on reste quand même dans cette logique, certes on fait beaucoup plus de verre mais on a du mal à arrêter les activités fossiles, la Banque centrale chinoise a elle mis en place un système alors qui ne protège pas forcément la stabilité financière mais qui en tout cas vient subventionner les banques un peu sur un modèle sur ce que les banques demandent en France, à savoir que le financement de projets verts est soutenu. Alors, autant nous, en Europe, on n'est pas forcément favorable, mais c'est intéressant de le regarder dans une réalité chinoise. Je m'arrête là. Merci, Julie. Vous avez légèrement dépassé. Thierry, très vite aussi, très vite. 20 secondes. En 20 secondes, est-ce que, après avoir entendu un banquier et plusieurs économistes, est-ce que vous pensez qu'il faut faire confiance aux banques et aux entreprises pour régler le problème dont on parle aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut une intervention massive de l'État, une sorte de nationalisation, quelque chose comme ça, quoi? Il y a tellement de choses. Alors là, pour le coup, je ne traite pas ça en 20 secondes. La confiance, bah oui, on est condamné à se faire confiance, mais la confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des règles du jeu et des règles qui s'imposent, parce que en fait, l'activité du financier, elle va s'adapter au monde. Donc, si les règles évoluent, le financier s'adaptera aux règles. Donc, c'est pas le côté je vous fais confiance, donc j'ai pas besoin de règles. Ça, c'est pas comme ça que fonctionne le monde. Le monde, il fonctionne. Il y a des règles. Et puis le financier, il va s'adapter, c'est normal, c'est son boulot. Voilà. Et la raison, je reprends 20 secondes, pour laquelle il ne faut plus investir dans des réserves, dans l'exploration de réserves supplémentaires de pétrole, gaz et charbon, elle est très très simple. La planète aujourd'hui a environ 7 fois plus de réserves prouvées qu'elle ne peut se permettre d'exploiter si elle veut respecter son budget carbone, c'est-à-dire ne pas émettre plus de CO2 qu'il n'est possible pour avoir un monde à plus de degrés, 7 fois plus. Si on continue à en rechercher plus, on aura 8 fois trop, 10 fois trop, 12 fois trop, 15 fois trop. Il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour voir que c'est désastreux pour la planète et pour les risques financiers, parce qu'en tant que financier, si j'investis dans quelque chose qui ne va pas être utilisé, je vais perdre mon argent. Et là, ça reboucle, mais je m'arrête, je vous promets, sur la question des normes prudentielles en face de ces risques. C'est très clair. Merci Thierry. Jézabel, l'heure est venue de votre dernière proposition. Alors, je suis d'accord avec Thierry, il faut changer les règles. Et changer les règles, pas simplement en demandant aux banques d'être un petit peu plus prudentes pour qu'elles puissent faire face à des risques financiers induits par le risque climatique, mais pour que ce changement de règles permette en fait de décarboner véritablement les bilans bancaires.
Donc ça ne peut pas passer par le Green Supporting Factor dont nous parlait Philippe tout à l'heure, parce que ça, ce serait très dangereux. En fait, ça fragiliserait au contraire les banques face aux risques financiers induits par le risque climatique. Je ne suis même pas sûre que ça puisse seulement passer par un Brown Penalizing Factor, parce que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est arriver vraiment à changer la composition du bilan bancaire, le décarboner, faire en sorte que au bilan des banques, et Philippe sera d'accord, parce que c'est ce qu'il nous disait, au bilan des banques, on interdit les nouveaux financements dans le charbon, dans les énergies fossiles. Et pour ce qui est des anciens financements de ce type-là, eh bien, on fait en sorte que progressivement, ça diminue, on décarbone les encours avec des règles permettant d'atteindre des objectifs planifiés. Les banques ont besoin de ça. C'est vrai qu'elles financent le monde tel qu'il est, on le disait tout à l'heure. Les banques ont besoin que les règles changent pour que leur financement soit mieux orienté vers les objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Bon, pour ça, il faudra faire sauter quand même quelques petits verrous idéologiques, parce que les régulateurs, les superviseurs, n'aiment pas trop finalement toucher à la structure des bilans bancaires. Ils sont plutôt dans une approche un peu d'accompagnement. Donc, ça implique quand même de changer un peu de philosophie. Une vraie révolution culturelle. Merci à tous. Cette table ronde est terminée. Bravo à tous les quatre. Et bravo à vous. Et surtout, lisez pour l'écho, bien sûr.